Bonjour Michael, je suis ravie que tu participes aux interviews de l'AIM et aujourd'hui, tu as souhaité nous entretenir de tes recherches concernant une ethnographie d'un hackerspace, le fun et le faire. Peux-tu, pour commencer, nous dire quelques mots sur les hackers et le développement des hackerspaces? Oui, oui, merci beaucoup déjà Sylvie, à toi et à l'AIM. Alors la définition des hackers est sujette à beaucoup de conversations et elle n'est aujourd'hui toujours pas stabilisée. Une première vision restreint leurs activités au domaine informatique, alors qu'une seconde, plus large, étend leur champ d'intervention à toutes les réflexions. Selon le dictionnaire des hackers, édité par Éric Raymond en 96, le hacker est une personne qui aime explorer les détails des systèmes programmables afin d'étendre ses capacités. C'est aussi une personne qui programme avec enthousiasme et aime relever le défi intellectuel de surmonter ou de contourner de manière créative toutes les formes de limitation. Donc la caractérisation des hackers dépasse le champ technique et informatique pour venir qualifier un mode de raisonnement face aux normes et au code. Sur un volet plus organisationnel, les hackers bricolent en permanence, que ce soit des lignes de code, des conventions sociales ou des petits morceaux métalliques. Et il y a une définition assez juste que j'emprunte à un hacker anonyme. Le hacker, c'est celui qui ne prend pas grand-chose pour ne pas faire grand-chose avec. Et ensuite, dans les années 90, les hackers ont commencé à amorcer des réflexions théoriques sur le développement d'espaces de hacking afin de prouver que les hackers pouvaient être parfaitement ouverts sur leur travail et leur éthique. Les hackers utilisent alors différents noms pour qualifier leur lieu de recoupement, que ce soit Fab Lab, Tech Lab, Tech Shop, Garage, Repair Café, plateforme de partage ou encore tiers-lieu. La variété des noms des communautés de hacking exprime ainsi la diversité du mouvement. Et si certains groupes ou lieux qui ressemblent à des hackerspaces ne veulent pas être étiquetés comme tels, du fait de la résonance politique de cette dénomination, d'autres lieux revendiquent au contraire fièrement cette appellation. Ok. Et tu insistes dans tes travaux sur le fun et le faire en tant que modalité organisationnelle des hackers. Peux-tu nous en dire quelques mots? Ouais, merci. Alors, il me semble qu'il est impossible de comprendre les hackers sans analyser plus spécifiquement l'éthique qui entoure l'ensemble de leurs activités. En effet, les pratiques de hackers définissent au cours du temps une éthique particulière à l'égard duquel le travail perd son statut de moyen pour devenir une finalité propre. Et qui plus est, les hackers n'ont jamais eu beaucoup de respect pour les organisations bureaucratiques et chaque norme devient le prétexte pour tester leur espièglerie. Alors sur ce sujet spécifique, j'ai deux histoires courtes qui montreront à la communauté AIM la capacité des hackers à s'organiser autour du fun et du faire. La première histoire, au cours de la semaine de la mobilité, l'agglomération de Montpellier organise un hackathon sur la thématique du transport, alors rebaptisé Hackatune par les hackers en référence à son caractère économique et promotionnel. Ils y présentent un logiciel appelé OOPS pour Original Open Pervent Statistics. Donc l'application permet d'un côté de collecter les dates et points GPS des contraventions et de l'autre de constituer une cartographie pouvant prévoir les chances statistiques de prendre une contravention. Donc l'objectif est clair, dénoncer la captation des données, mais également l'organisation d'un tel événement. La seconde histoire, autour du Toulouse Hackerspace Factory, donc le THSF, les hackers montpelliérains travaillent durant des jours et des nuits entières sur la mise en place d'une radio pirate et l'installation d'un atelier d'impression 3D. Au début d'une nuit, j'ai l'occasion d'assister à une conversation assez surréaliste entre l'un des hackers et un visiteur, dans lequel il lui explique pendant plusieurs dizaines de minutes la technicité de l'impression 3D, avant que ce visiteur ne lui demande ce qu'il est en train d'imprimer. Et il répond avec un sourire extrêmement satisfait, un Yoda avec une grosse bite. Donc voilà, il me semble une représentation des activités du hackerspace, à savoir des individus qui sont en capacité de parcourir 500 km, qui usent d'une grande technicité et d'une immense quantité de travail afin d'imprimer un blasphème à Star Wars. Très bon exemple. Finalement, peux-tu nous parler de ton approche ethnographique du hackerspace et des organisations alternatives plus généralement? Oui, merci beaucoup. Oui, l'accès au terrain est très souvent discuté par les doctorants, doctorantes en sciences de gestion, que j'invite tout d'abord à participer aux ateliers doctoraux organisés chaque année par les associations académiques. Il me semble qu'au départ, il y a toujours une appétence pour un sujet et des modes d'organisation particuliers. On ne va pas étudier des organisations alternatives et activistes par hasard, donc il y a une forme de déterminisme. Ensuite, de ma courte expérience, l'étape nécessaire est de lever une forme de présomption de culpabilité. En effet, en tant que jeune chercheur, encore plus en sciences de gestion, nous ne sommes pas tout le temps les bienvenus dans les organisations activistes. Il faut donc à la fois déconstruire les a priori que nous avons des terrains que nous traversons, donc dans mon cas, une monnaie locale complémentaire, un hackerspace et un squat culturel, mais également affirmer des valeurs communes qui créent des liens particuliers avec les membres des collectifs que nous côtoyons au quotidien.
Finalement, et pour rester dans l'esprit du fun et du faire, je reste persuadé qu'il est important de participer à l'ensemble des activités des hackers ou des activistes plus généralement, que cela soit dans la mise en place d'un atelier de bricolage, la participation à des mouvements sociaux et surtout le partage de nombreux repas et boissons. Il est encore plus important de prendre du plaisir à partager ces moments avec les personnes dont on souhaite comprendre les trajectoires, les valeurs et les actions. La difficulté finalement réside est de savoir quand et comment sortir du terrain au sein duquel nous sommes impliqués corps et âme. Ici, il me semble, pour être tout à fait honnête, dans mon cas, que le quotidien et le destin d'un chercheur désormais impliqué dans le monde de l'enseignement et de la recherche supérieure éloignent de celui des activistes, mais que ce sont des valeurs communes qui permettent de maintenir des liens profonds avec des acteurs rencontrés durant le parcours doctoral. Ok, ben, merci beaucoup Michael pour cet éclairage passionnant. Vous trouverez dans le générique de fin 6 références bibliographiques proposées par Michael pour approfondir ce sujet. Encore merci. Merci à toi, Sylvie.